Bonsoir, bienvenue dans ce journal rétro. Voici tout de suite les titres. C'est un véritable cul-de-sac, les négociations de Kampala. Rien n'avance entre le gouvernement et les rebelles du M23. Les deux parties ont même abandonné la salle de réunion pour aller passer en famille les fêtes de fin d'année. Ils reviendront en janvier reprendre les négociations. Et puis l'ambassade américaine à Kinshasa fait la comptabilité sur sa calculette et dit reconnaître les 5 millions de morts depuis 1998 dans l'est de la RDC. Elle réaffirme le soutien de son pays au Congo-Kinshasa. Le journal Le Potentiel salue l'avancée mais demande que les auteurs de ce génocide soient jugés. Kabila n'est pas très satisfait du travail des médias congolais. Il les appelle à plus de responsabilité en cette période de conflit. Le chef de l'État demande aux médias d'éviter de verser dans la rumeur et la désinformation, tout en soulignant que le pays traverse une période difficile. Joseph Kabila exhorte les journalistes à rester objectifs lors du traitement des informations. Autre actualité qui a fait le tour du monde mardi, la libération de l'ancien chef de milice congolais Mathieu Bounjolo. Il est désormais libre. Il a été acquitté par les juges de la Cour pénale internationale pour faute de preuves suffisantes. Vous nous suivez à Maluku, à Ntsele et à Kisenso. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. C'est le statu quo à Kampala. Les négociations entre le gouvernement et les rebelles du M23 n'avancent pas. Les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Les travaux ont même été suspendus par Crispus Walter Kionga, le facilitateur. Devinez pourquoi? Pour permettre aux parties en conflit de fêter Noël et la Saint-Sylvestre. Gouvernement et rebelles reviendront à la table de discussion en janvier 2013. Kagame dans le collimateur d'Obama, un article du quotidien Le Potentiel publié dans l'édition de vendredi qui a poussé l'ambassade des États-Unis à Kinshasa à réagir. La mission diplomatique condamne le massacre de 5 millions de morts depuis 1998. Le Potentiel s'en réjouit, mais demande à l'administration américaine de prendre compte des recommandations des rapports d'experts pour faire cesser la guerre. Commentaire de la rédaction. L'insécurité dans l'Est de la RDC préoccupe les États-Unis si l'on en croit les contenus du droit de réponse de l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Kinshasa, adressé au quotidien Le Potentiel. La mission diplomatique américaine reconnaît que la situation actuelle en RDC est la plus violente en Afrique, avec environ 5 millions de personnes qui ont perdu la vie depuis 1998. Au plus haut sommet du gouvernement américain, nous sommes disposés à aider la RDC et ses voisins à mettre fin au cycle des violences et d'instabilité, a déclaré le sénateur Johnny Carson, cité par la correspondance américaine au Potentiel. Le gouvernement américain a fait appel aux pays concernés de la région pour démontrer l'engagement à atteindre une stabilité régionale viable. L'ambassade américaine est claire, le Rwanda doit cesser tout soutien au M23. Mais le gouvernement de la RDC doit entreprendre une réforme complète de son secteur de sécurité en professionnalisant l'armée. Autre mot fort, la crise en RDC est une tragédie profonde, mais il pousse aussi les partenaires et les USA à redoubler d'efforts pour aider la RDC. Cette réaction de l'ambassade des États-Unis en RDC réjouit le quotidien Le Potentiel, les plus républicains des journaux quinois. Le journal fait chapeau bas à la représentation et surtout à l'administration américaine pour avoir surtout reconnu les 5 millions de morts en RDC. Le quotidien souhaite cependant que la communauté internationale sanctionne les coupables de ces génocides par l'instauration d'un tribunal. C'est un génocide, il n'y a pas à tergiverser, dit le journal qui demande à la première puissance de prendre en compte les rapports des experts de l'ONU pour aider à stabiliser cette partie du pays. Il y a eu trop de morts en RDC pour laisser les coupables courir les rues. C'est déjà une grande avancée de citer les chats par son nom, les Rwandais et au banc des accusés, mais il serait intéressant de contraindre ce pays belliqueux à respecter ses voisins. Et pendant ce temps, sur le terrain, la situation sécuritaire dans les Kivu est loin d'être stable, même si les forces armées congolaises et onusiennes sont présentes à Goma après le retrait des rebelles du M23. Par contre, à l'ouest de la RDC, la sécurité est fortement perturbée avec l'attaque armée ou autour du polygone de Miba. Les câbles électriques ont été emportés. Information fournie lors du point de presse de la MONUSCO du mercredi. Marie-Jeanne Bibomba, Evelyne Chibola.
126 cas de viol, c'est le premier résultat d'enquête sur les violations de droits de l'homme commis à Minova et dans le village voisin entre le 20 et le 30 novembre dernier. La MONUSCO dit continue à protéger les camps des déplacés jusqu'au résultat final de ces enquêtes dans le cadre de sa mission de protection des populations civiles. Selon le porte-parole militaire de la MONUSCO, la ville de Goma connaît beaucoup de difficultés sécuritaires avec l'évasion des criminels de la prison de cette ville. La confusion est totale. On est dans une situation de ni paix, ni guerre. La peur persiste et la psychose gagne les esprits. Il en appelle à la vigilance. Nous ayons préféré nous reconcentrer sur la protection des populations civiles, sur nos installations, sur nos propres staffs et toutes les personnes qui ont appelé au secours la MONUSCO parce qu'elles craignaient pour leur vie. Nous essayons d'appuyer les populations, d'appuyer les forces d'abord nationales de sécurité, que ce soit la police, que ce soit les FARDC, que ce soit nos propres forces pour pouvoir vraiment sécuriser la population, protéger la population par des patrouilles, par une présence permanente autour partout dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu. Par ailleurs, la MONUSCO note avec intérêt la volonté de Joseph Kabila d'accélérer la réforme des services de sécurité. La mission onusienne s'est dit prête à apporter sa contribution car c'est tout un programme qui demande un financement particulier. Tête-à-tête mardi à la cité de l'Union africaine entre Joseph Kabila et les responsables des médias congolais. Kabila demande aux journalistes d'adopter un comportement responsable en cette période de guerre. Il les a exhortés à traiter l'information avec objectivité et à éviter la rumeur et la désinformation. Joseph Kabila a par ailleurs reconnu que le pays traverse une période difficile. Il compte en outre sur la réforme de l'armée pour sortir le pays du bourbier. Anita Luamboa, Dieu merci Sweka. Au lendemain de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, Joseph Kabila Kabange sensibilise personnellement les patrons des médias congolais. Le chef de l'État invite les hommes des médias à un comportement responsable face aux enjeux de l'heure. L'agression injuste nous imposée par le Rwanda. Dans son allocution, le président de la République a sollicité des médias congolais un traitement objectif et responsable de l'information sur la RDC, et cela en vue de sensibiliser l'opinion nationale. Joseph Kabila Kabange a également invité la presse congolaise à relever l'image du pays ternie par la presse internationale. Un discours bien capté et les concernés promettent. Ça me pousse à une prise de conscience, c'est quand il a dit que les élites congolaises sont facilement recrutables. Ça signifie quoi? Il y a des gens à qui on peut proposer de l'argent, avoir un discours contraire contre le pays et contre les intérêts du pays. Je pense que nous devons profiter de cette occasion aujourd'hui, ce message que le président Kabila vient de donner, pour reconstruire un autre imaginaire de combat. Le peuple congolais n'a pas été créé pour être dominé éternellement. Ce n'est pas normal qu'on soit toujours dominé sur notre propre territoire. Essayer de corriger les travers de l'image de la République démocratique du Congo qui est en train d'être construite de manière tout à fait méchante par certains médias internationaux parce qu'il s'agit de leur propre peuple, eux qui sont des responsables au plus haut niveau des médias nationaux. Le pays est en danger, qu'il ait décidé de nous voir pratiquement personnellement, même si nous étions en groupe, pour nous informer de l'état de la nation et nous mobiliser personnellement, nous rappeler à la responsabilité, eh bien cela nous est allé droit au cœur. Quand un chef de l'État parle de l'unité d'abord du pays, l'amour du patrie, c'est ce que nous prêchons à l'Église. Moi j'ai organisé une grande manifestation le samedi pour soutenir notre pays, nos frères de l'Est. Donc, les jalons ainsi posés, il ne reste qu'à la presse congolaise de concrétiser le souhait du chef de l'État. C'est tout un pacte. L'appel à la responsabilité des médias a plutôt été bien accueilli par les concernés, car il est vrai que parfois, et oui, parfois, les médias congolais se transforment en des tribunes de règlement de compte, oubliant leur rôle principal qui est celui d'informer et d'éduquer. Suivez à ce propos ce commentaire de la rédaction. Joseph Kabila invite les médias chez lui. Le président de la République ne s'est pas retenu pendant cet échange à faire quelques révélations croustillantes. Il parle de sa main tendue à certains acteurs politiques via des émissaires envoyés par des présidents des partis politiques. Son esprit d'ouverture a toujours été étouffé dans l'œuf, selon ce qu'il semble dire.
Mais en gros, cette rencontre avec la presse a été l'occasion pour Kabila de rappeler à l'ordre les médias congolais leur responsabilité de rester objectifs pendant cette période d'agression. De traiter les informations sans parti pris tout en tenant compte du fait que le pays est en guerre. Kabila est allé jusqu'à dénoncer les émissions proposées sur certaines chaînes de télévision. Des tribunes qui n'honorent pas le pays. C'est vrai qu'il est arrivé que les acteurs politiques s'arrachent les cheveux en direct devant des milliers de téléspectateurs médusés et que des contre-vérités soient exposées en public dans la seule intention de nuire à un individu, un pouvoir, un régime ou un parti politique. C'est que le président de la République dit est aussi valable pour la majorité que pour l'opposition, sans oublier tout ce qui se cache derrière le vocable analyste politique. L'insécurité dans l'Est impose une certaine discipline. Les voisins belliqueux de la RDC ne menacent pas Joseph Kabila. En réalité, ils menacent tout le pays à cause de ses nombreuses richesses. Que Kabila soit au pouvoir ou non, la menace restera entière car pour beaucoup, le Congo démocratique est trop grand, trop riche, trop beau pour les Congolais eux-mêmes. On veut le démembrer. La balkanisation du pays, ce projet aussi vieux que le monde, a commencé depuis des lunes. Lumumba l'a dénoncé, le président Mobutu également, Laurent Désiré Kabila en sait quelque chose et aujourd'hui, Joseph Kabila essaye contre vents et marées à repousser l'ennemi qui, comme un diable, est resté omniprésent autour du Grand Congo. Raison pour laquelle le combat contre l'intégrité du pays est une affaire de tout un chacun. Laurent Désiré Kabila n'avait-il pas dit que la guerre sera longue et populaire? Autre grosse actualité de la semaine, Mathieu Ngudjolo est un homme libre désormais. L'ancien chef des milices de l'Ituri dans l'est de la RD Congo, emprisonné à la CPI, a été finalement acquitté par les juges qui n'ont trouvé aucune preuve sérieuse contre lui malgré plusieurs documents brandis par le procureur. Il n'y a donc pas d'éléments de preuve qui établissent la responsabilité individuelle de Mathieu Ngudjolo, notamment dans les massacres qui se sont déroulés à Bogoro, ont soutenu les juges de la Cour pénale internationale. L'ancien chef de milice congolais a quitté sa cellule vendredi en fin d'après-midi. Je vous propose d'écouter à ce propos Paul Madidi, chargé de la communication de la CPI en République démocratique du Congo. Les juges donc de la Chambre qui traitaient jusque-là l'affaire Ngudjolo ont pris la décision d'acquitter M. Ngudjolo. Ils considèrent que les preuves présentées par le procureur, l'accusation, ne pouvaient pas leur permettre de soutenir ou d'avoir une conviction au-delà de tout doute raisonnable quant à la responsabilité donc de M. Ngudjolo. La décision d'aujourd'hui a comme conséquence notamment la libération immédiate de M. Ngudjolo. Mais comme vous pouvez l'imaginer, la concrétisation ou l'effectivité de cette libération prendra quelques jours, quelques semaines. Il est possible que le procureur prenne la décision de faire appel contre cette décision au bénéfice de M. Ngudjolo. C'est au juge à ce moment-là de voir la possibilité la possibilité ou non de maintenir M. Ngudjolo en détention pendant la procédure d'appel. Là, il y a la présomption d'innocence, toujours, que ce soit dans l'affaire Lubanga, Bemba, etc. La présomption d'innocence est là. Il y a la transparence, il y a l'équité du procès, il y a l'égalité des armes que les juges font respecter à tout moment, à tout instant. À Kinshasa, l'inspecteur provincial de la police, le général Jean-Dieudonné Oleko, a réuni ses troupes lundi pour un moment de conscientisation. Au cours de cette parade tenue au camp Lufungula, le numéro 1 de la police à Kinshasa a annoncé un 30 mesures arrêtées applicables pendant les fêtes de Nouvel An. Bijou Mbouyi, Algeria Mbouyi et Pati Alouma. Ensuite,
À la veille des festivités de fin d'année, cette parade tombe à point nommé pour l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa. Le général Oleko devait conscientiser ses troupes sur le sens du devoir. Pour lui, la population quinoise se doit de passer ce moment de joie en toute quiétude, en toute sécurité. Pour ce faire, il faut une police consciente de son rôle vis-à-vis de la population. Cette police doit mettre en pratique ces mesures arrêtées par le chef de la police pour un bon déroulement des festivités. Qu'à dater de ce jour, nous multiplions les points d'intervention. Nous en mettons 20 en plus des sous-commissariats, des commissariats. De telle manière que nous ayons à ces endroits des véhicules, des moyens d'intervention pour voler au secours du premier des citoyens qui seraient dans les besoins. C'est de un. De deux, il faut que les citoyens sachent, connaissent dans son quartier qui peut les sécuriser. Il lui faut un numéro. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'on puisse afficher réellement les numéros au niveau de la police, au niveau de la commune et dans les grandes places. Nous avons demandé également que, à cause justement de fêtes de fin d'année, nous puissions doubler des efforts pour que les Koulounes, encore une fois, soient traqués davantage. C'est une véritable mise au pas à laquelle vient d'assister la police de la ville de Kinshasa. Il lui appartient dès lors de traduire en acte toutes les mesures au risque d'être responsable de tout ce qui pourrait arriver. On en vient à cette crise dans la province de l'Équateur. Le ministre de l'Intérieur annonce qu'il mettra sur pied une commission mixte Parlement-gouvernement pour faire la lumière, toute la lumière sur le conflit qui oppose le gouvernement provincial à l'Assemblée provinciale. Richard Mouyej-Marez-Mons répondait à une question orale sur cette affaire. CH Kouete, Trésor Touabila, Kas-Kousouamou, reportage. Le sujet a fait l'actualité depuis le début de la semaine. Rien ne va entre l'exécutif et l'organe délibérant de la province de l'Équateur. Les deux organes se regardent en chien de faïence depuis quelques jours à la suite de l'initiative de destitution du gouverneur Jean-Claude Baïndé. Tout a été dit sur ce dossier. Voilà pourquoi Richard Mouyej-Marez-Mons, en sa qualité du ministre de l'Intérieur, a profité de ces tribunes du Sénat pour donner la version officielle de la situation, avec à la clé le trouble de l'ordre public par les militants du parti politique ADH du gouverneur Jean-Claude Baïndé. Nous venons de faire un premier rapport à la demande du Sénat devant la Chambre haute. Mission d'enquête qui va encore ce samedi. Et moi-même, le temps venu, je devrais m'y rendre parce que je voudrais que rapidement la Cour suprême nous fasse la lecture de faits. Nous allons maintenant rencontrer le Premier ministre et très prochainement le chef de l'État pour qu'il prenne aussi en compte les éléments que nous avons pu recueillir sur terrain. Le ministre pointe du doigt les politiciens originaires de cette province basée à Kinshasa d'être à la base de cette nouvelle tension dans cette partie du pays. Pour établir les responsabilités, une commission d'enquête mixte Parlement-gouvernement devra descendre en Mbandaka pour être édifiée. Le budget 2013 pour la ville-province de Kinshasa est désormais connu. Il s'échiffre à plus de 365 milliards de francs congolais. L'enveloppe a été présentée samedi matin par le gouverneur de la ville lors de la plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Rosil Martin Bouyamba. Pour le chef de l'exécutif provincial, l'élaboration du projet d'édit des finances de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2013 a été faite dans des conditions difficiles. L'exécutif provincial dit s'adapter aux modifications apportées par la nouvelle loi financière au niveau du gouvernement central. Toutefois, le gros de l'enveloppe budgétaire de la ville de Kinshasa, évalué à près de 400 milliards de francs congolais, est géré, regrette André Kimbuta, par le gouvernement central. Un blocage pour la ville. On vit avec le budget, il nous donne des chiffres. Le gouvernement national nous dicte des chiffres. Des compétences qui doivent transférer en termes d'investissement et de rémunération. Ces chiffres-là représentent 77%. 60, je dis bien 17% du budget que je viens de présenter. Voilà, c'est tout. La clé, c'est ça. Les Kinois doivent savoir que le gros du budget est géré par le gouvernement central.
On nous achète de bics alors que nous avons besoin de brouettes. Le premier citoyen de la ville rassure ses administrés à travers leurs élus de l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans le programme d'action prioritaire que j'ai résumé, la santé, l'école, les infrastructures et l'aide aux PME, aux gens qui ont de bonnes initiatives, il faut les accompagner. Nous avons vraiment sacrifié une bonne partie à ces communes que vous appelez Banane. L'autorité provinciale reviendra dans 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus de la capitale. Des propositions, contributions et interrogations soulevées ici en plénière vont certes trouver des réponses à la prochaine plénière. Plusieurs entreprises publiques transformées en sociétés commerciales ne disposent pas du tout de situation comptable à jour. D'autres n'en ont même pas. Voilà qui inquiète la ministre du portefeuille. Marie-Louise Munga a exhorté les gestionnaires à prendre des dispositions urgentes pour que les entreprises transformées aient de comptabilité à jour et que le gouvernement sur fonds propres va alimenter ces dernières à hauteur de 2 millions de dollars pour rectifier ce tir. C'est ce qui ressort des recommandations formulées à l'issue du séminaire atelier sur le passif non assurable au cercle Caritas à Gombe, Doudou Ndombe, Patialouma. La comptabilité reflète la santé et la situation réelle de l'entreprise. Pour la ministre du portefeuille, après un diagnostic dans ces entreprises transformées, le constat est amer. À ce jour, certaines entreprises congolaises, même transformées, ne tiennent pas à jour leur comptabilité. Voilà qui est à la base des problèmes délicats de gestion. Dans ces cas, il est donc difficile d'évaluer ou de dresser un état des lieux de l'information financière dans les entreprises. Pour les COPIREP qui a appuyé les travaux de ce séminaire, un grand pas a été franchi. À ce stade, on peut donc dire que le traitement financier et comptable du passif non assurable des entreprises transformées est un bout de chemin parcouru. Les autres étapes qui sont aussi importantes restent à franchir. C'est notamment le cas des inventaires et évaluations du patrimoine. Il reste donc encore du travail à faire. Tous les gestionnaires n'ont pas cerné l'importance de ce séminaire pour savoir organiser les traitements comptables des passifs non assurables de leurs entreprises. La ministre du portefeuille rappelle ses troupes à l'ordre. Je ne crois pas que c'est en termes de sanctions que nous devons analyser cet état des lieux. La sanction, c'est une chose, mais la performance sera prise en compte. Et ça, je tiens à le souligner. À cet effet, le gouvernement, à travers le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, va roder 14 entreprises, entre autres la RTNC, la RVM. Une enveloppe d'environ 2 millions de dollars américains est disponibilisée pour la cause. 120 délégués des services et établissements publics et entreprises transformées et experts indépendants ont pris part à ces travaux des 4 jours. Le ministre des Infrastructures rassure les médias. La RDC a connu des avancées significatives en matière d'infrastructures, particulièrement routières. Fridolin Kwasiechi a fait un état des lieux de tous les autres secteurs sous son portefeuille. Les défis sont énormes, a-t-il reconnu, mais le gouvernement s'emploie à trouver des solutions adéquates. Élisée Bilonda Kasonga, Blanchard Kandolo. C'est une autopsie sans complaisance de son secteur que fait le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Fridolin Kwasiechi Musoka passe en revue les infrastructures des transports, les bâtiments publics ainsi que l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat. Étant donné que les moyens disponibles ne permettent pas de couvrir l'ensemble du réseau routier national d'une longueur de 58 129 km, il a été ciblé un réseau prioritaire d'environ 40 000 km, dont 11 704 permettent de relier les chefs-lieux des provinces et environ 20 000 km relient les principaux centres de production ainsi que les zones de forte concentration des populations. Fridolin Kwasiechi Musoka révèle la stratégie gouvernementale dans ces secteurs. Nous devons sincèrement nous réjouir que la fluidité dans beaucoup de villes a été rétablie et particulièrement dans la capitale de manière beaucoup plus moderne
en élargissant les voies en fonction de la taille de ces villes et de l'importance des trafics. Nous pouvons citer les voiries importantes, structurantes, telles que le boulevard Lumumba qui mène vers l'aéroport. Nous avons le boulevard du 30 juin jusqu'à Rond-Point Kitambo pour la partie appelée Colonel Munjiba. Les kilomètres de voiries asphaltées pour 7 mètres de largeur à Kinshasa revient en moyenne à 2 millions de dollars et au maximum à 2 500 000 dollars américains quand on y intègre les ouvrages d'assainissement. Des politiques sont aussi mises en œuvre pour réhabiliter et moderniser les voiries structurantes existantes en les adaptant en fonction du volume du trafic et de la taille de la population, mais aussi en construire des nouvelles. La stratégie du ministère de la TUI ITEPER pour résoudre les problèmes liés aux bâtiments publics consisterait à recourir au partenariat public-privé et Build, Operate and Transfer BOT, là où la rentabilité peut être garantie. En ce qui concerne le secteur de l'urbanisme et habitat, l'effort qui, selon la Constitution, est de la compétence des provinces, serait de fixer les normes en collaboration avec les dites provinces. Et puis cet incendie survenu vendredi, le bâtiment qui abrite la direction générale de la SNEL était en feu en début d'après-midi. On ignore l'origine de cet incendie. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes. Il n'y a pas de mort enregistrée. En revanche, les dégâts matériels sont assez sérieux. Marie-Jeanne Bibomba, Sadiki Dimbo. C'est sous le coup des 15 heures, heure de Kinshasa, que les flammes ont envahi cet imposant immeuble. Les feux seraient partis du 9e étage avant de réduire en cendres le meuble et tout ce qui s'y trouvait. Selon les témoins, le drame est parti d'une des cabines électriques qui a lâché brusquement. Une version qui devrait être confirmée par l'enquête ouverte aussitôt. Les véhicules anti-incendie ont fait des défilés pour maîtriser les feux sans succès, sous l'œil de Bado qui assiste impuissant à la scène. La police anti-incendie a eu tout le mal du monde pour maîtriser les feux. Le ministre provincial de la Sécurité et Population trouvé sur les lieux appelle à la prudence pour éviter de telles tragédies. Il ne se pose pas de problème. Effectivement, nous avons des problèmes dans la logistique, c'est vrai. Mais pour l'instant, le problème qu'il y a, c'est l'intervention, c'est la localisation du foyer de l'incendie. Parce qu'on ne sait pas circonscrire le feu à partir de fumée. Il faut retrouver le foyer et puis asperger les produits nécessaires pour pouvoir le circonscrire. Après les bâtiments abritant la RTGA et Télé 7, l'alimentation express, la liste risque de s'allonger si les précautions ne sont pas prises à temps. Autre catastrophe, elle a eu lieu à Mombélé. Elle n'est pas liée au feu, mais plutôt à la flotte. La pluie torrentielle de mardi dernier a fait d'énormes dégâts dans ce quartier. Perte de meubles, écroulement des murs des maisons et des clôtures. Comme toujours, la population demande au pouvoir public de leur porter secours. Reportage de Christian Mouzani, Allegria Mboui, Gladys Ngenge, Magui Kiambi. C'est inimaginable. La population du quartier Mombélé a vécu un calvaire la nuit dernière. La pluie qui s'est fortement abattue sur la ville a causé d'énormes dégâts matériels, perte des biens, écroulement des murs des clôtures et des maisons, érosion ci et là. Après avoir passé la nuit à la Belle Étoile, dans les conditions inhumaines à cause de l'inondation, les habitants ne savent plus se retenir. Nous souffrons avec ces inondations. Les autorités doivent s'impliquer, sinon il y aura encore des morts. Nous demandons à nos dirigeants de nous aider en construisant des caniveaux. Nos murs ne résistent pas à ces inondations. Les habitants de ce quartier se disent abandonnés à leur triste sort. Ils invitent les autorités à leur venir en aide en construisant les caniveaux pouvant recueillir l'eau des pluies. Ici,
Quand le ciel s'assombrit, les âmes sont saisies par la crainte et le désarroi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ces catastrophes que nous mettons un terme à ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain, si Dieu le veut, bien entendu. Au revoir, portez-vous bien.